Parce que j'étais DJ, effectivement, je passais la musique, j'étais passionné de zouk, j'étais un grand passionné. J'écoutais beaucoup de George Michael aussi. Okay. J'écoutais beaucoup, j'étais... Bonsoir Jim Rama, un plaisir. Salut. Un plaisir d'être ici. Et puis avant de partir, comme tu dis, hein, puisque je reprends l'avion dans peu de temps et... Ça fait longtemps que tu n'es pas venu à Montréal. Ça fait très longtemps et d'ailleurs, je trouve que je suis resté trop peu de temps par rapport à ça. Mais bon, j'espère revenir l'année prochaine et puis profiter des prochaines soirées. Même une enfance bercée entre la Guadeloupe et la France. Comment ces deux entités-là, quand même, a influencé ta façon de faire de la musique? Puisque tu as quand même un parcours très riche, si on voit quand c'est le nombre d'artistes que tu as produits, le nombre de tout ce que tu as fait dans ta carrière. J'aimerais que tu me retraces un petit peu de ce parcours et comment ça a enrichi la personne Jim Rama qu'on voit aujourd'hui. Ben, Jim Rama, c'était un petit garçon qui a vécu à Paris. Et donc jusqu'à l'âge de 11 ans, j'étais en France. Et puis malheureusement, ma mère nous a quittés. Et donc on est parti vivre avec mon grand-père et ma tante en Guadeloupe. Donc ils sont venus nous récupérer. Et de là, j'ai découvert le zouk. Mais en France, j'avais découvert le compas. Parce que ma mère écoutait Skacha, ma mère écoutait les Frères des Gens. Et c'est vrai qu'à cette époque, à Paris, beaucoup de gens écoutaient le compas comme aujourd'hui. Hein. Mais c'est vrai que le zouk commençait aussi à faire sa place. Et puis en 80, je crois que c'est 84-85, Kassav est arrivé avec son album Zouk Classé, c'est le médicament Nouni. Et là, on a découvert vraiment le zouk autrement. Et petit à petit, ben, j'écoutais beaucoup de zouk. Et puis, j'ai commencé à passer de la musique en discothèque. En discothèque, je rectifie, en soirée. Puisque j'étais DJ itinérant, c'est un DJ mobile, en fait. J'allais un peu partout animer des soirées. Et à force de jouer la musique des artistes zouk, ça m'a donné envie de faire de la musique. Et mon père aussi, à l'époque, était bassiste. Il était bassiste de Mario Chico. Donc, il a joué avec Mario Chico. Et je ne sais pas si ça a un lien direct, peut-être. Mais en tout cas, la musique est arrivée. Était toujours présent. Voilà, c'est arrivé au fond de moi et j'avais envie, en fait, de m'exprimer à travers la musique. Ah, et c'est, en plus, tu l'as si bien fait. Mais, parce que selon ce que j'ai eu comme information, le zouk a pris son envol dans les années 80 et surtout avec Jacob Devarié, avec Kassav. Oui. Et comment on voit ces personnes-là en Guadeloupe et surtout dans... mais c'était la folie. C'était la folie. Cette époque, c'était l'âge d'or du zouk. C'est-à-dire qu'on a du zouk partout. C'était une musique les Antillais étaient fiers de cette musique. Il y avait une certaine fierté et partout on entendait du zouk. Et c'est vrai que à cette époque tout fonctionnait. C'est-à-dire que si tu sortais un album, il y avait des hits sur hits en fait. Donc il y avait pas que Kassav, il y avait d'autres artistes que j'ai découvert par la suite comme Eric Virgal, comme Eric Brota, Harry Diboula qui ont fait de gros hits. Et franchement, le zouk, c'était l'âge d'or du zouk en fait à cette époque. Est-ce que la musique haïtienne a une influence et surtout dans le zouk lorsqu'on parle et surtout du compas? Je pense que c'est deux musiques sœurs en fait. Ouais. Compas et zouk, c'est déjà Haïti, les Antilles, c'est on vient du même endroit. On est une famille. Ouais. Donc c'est moi je considère que tu sais, moi mes neveux sont haïtiens, donc j'ai de la famille haïtienne, hein, donc c'est Haïti et moi c'est une grande histoire d'amour. Ouais, c'est pour ça que tu as une très bonne approche surtout avec les artistes haïtiens. Tout à fait. Ça se voit. En tant que DJ, parce que moi je reviens là-dessus, tu as commencé ta carrière en tant que DJ et DJ itinérant et surtout comme le mot qui est utilisé souvent. Qu'est-ce que ça a changé
Chez Jim Rama pour dire que non, moi, je pense que je peux faire mieux. J'ai cette capacité-là. Alors, tu sais, l'histoire, elle est assez bizarre parce que j'étais DJ, effectivement, je passais la musique, j'étais passionné de jouer, j'étais un grand passionné. J'écoutais beaucoup de George Michael aussi. Okay. J'écoutais beaucoup, j'étais hyper fan et d'ailleurs toujours fan de George Michael. Et je suis parti en France pour des études. Et à cette époque, à Nice, il y avait très peu d'Antillais. Donc, dès que tu croisais un Antillais, ça te faisait plaisir de voir un Black à Nice, parce que dans le sud de la France, c'était pas une terre vraiment où il y avait beaucoup d'Antillais. Et donc, quand tu en croisais un, c'était pour toi une belle journée. Et j'étais parti acheter un ticket pour une soirée, donc qui devait avoir lieu le week-end suivant. Et je rencontre un Antillais au comptoir et je discute avec lui. Il me dit donc je fais de la musique et je recherche un chanteur. Et moi, sans conviction, je lui dis oui, mais moi je chante. Je chante, mais si tu veux, au fond de moi, je sais très bien que je suis pas chanteur. Il me dit ah bon, tu chantes, mais fredonne-nous quelque chose. Et je commence à fredonner belle petite femme créole, mettre main si côté. Patrick Saint-Éloi, défunt. Et puis, pendant que je chante, il prend son téléphone, il appelle son ami et il dit « Ah, c'est bon, nous trouvons un chanter ». Et donc, finalement, l'histoire a commencé comme ça. Il a fermé je me souviens de ce moment-là, il a fermé la boutique et on a pris son scooter, on est parti en studio et on a commencé à faire de la musique. À cette époque, c'était magique, en fait. On faisait des albums par année, il y avait à peu près, je dirais, 200 albums de zouk qui sortaient. Dans le compas, je sais même pas combien d'albums qui sortaient dans l'année, mais tu sais, c'était l'industrie de la musique, c'était vraiment quelque chose. Il y avait énormément de production, énormément d'artistes et énormément de moyens aussi pour faire des albums. Il y avait de l'argent pour faire des albums. Donc, je trouve que je suis arrivé à la bonne période, en fait. Je suis tombé au bon moment, au bon endroit. Et à la bonne date, certainement. Mais il y a une personne quand même qui a quand même bercé ou qui a contribué dans ta carrière, c'est Pascal, mon frère. Oui, Pascal, mon frère. Qu'est-ce que Pascal a apporté dans ta carrière, surtout avec le groupe Cannelle? Alors, suite à ce passage à Nice, j'ai rencontré justement Pascal à Paris. Et Pascal cherchait quelqu'un pour faire la programmation. Donc, pour que les gens comprennent, la programmation, c'est mettre en musique une chanson. Ouais. Donc, ça fait aussi partie de la composition. Et cherchait quelqu'un pour programmer l'album Cannelle. Donc, comme il savait que j'avais du matériel, donc il m'a contacté et on a commencé à faire l'album Cannelle. Et Pascal, alors, je dirais que c'est lui qui m'a donné ma chance en tant que zouker. C'est lui qui m'a permis de faire mes premiers pas dans le zouk. Et suite à ça, j'ai fait 3 titres zouk sur l'album Cannelle. Et c'est parti de là, en fait. Donc, la personne qui m'a vraiment donné l'opportunité de faire mes premiers pas dans le zouk, c'est Pascal, mon frère. Le projet Face à Face. Et ça, je peux pas en passer. Je dois laisser ça si je parle pas de Face à Face. Avec surtout Patrick André. Et Face à Face, je pense que c'est l'une des gros succès dans ta carrière. Et il y avait une direction très spécifique, direction artistique très spécifique pour ce projet. C'était d'abord aborder des sujets que beaucoup de gens n'en parlent pas, qui est sujet des sociétés, de violence, etc. À partir de quel moment que vous avez décidé de mettre ce projet sur pied, qui est pour nous, tout le monde, surtout nous les Haïtiens, l'un des projets phares qui a quand même marqué beaucoup de choses dans la carrière. Je peux pas finir l'entrevue sans qu'on parle pas de ce projet. Voilà. Ben, disons que en 2000, Patrick sortait d'un album solo, et moi aussi, et on avait le même distributeur en fait en Martinique, et donc ce qui nous a permis de nous rencontrer, de discuter. Et un jour, on a soumis cette éventualité en fait de faire une association, et sans pour autant prendre ça au sérieux. Et à notre retour à Paris, on en a parlé sérieusement en fait. C'est-à-dire qu'on s'est dit tiens, c'est vrai que Patrick m'avait parlé de ça, Jim m'avait parlé de ça. Donc on s'est contacté et comme je te le disais tout à l'heure, à cette époque, les choses se faisaient simplement. Il y avait une synergie entre les artistes et
on avait cette envie, en fait. Il y avait des studios. Tu vois, il y avait des studios. Contrairement à aujourd'hui, où tout le monde est chez soi avec des machines, chacun est de son côté. Avant, tout le monde se retrouvait en studio. Donc, c'était facilement possible de faire des choses. Et face à face, honnêtement, on s'est rencontrés en septembre. On a commencé le studio, je crois, en octobre. Et l'album était prêt en décembre. Décembre, janvier, j'avais des titres. Patrick avait des titres. Et finalement, on s'est mis à travailler et l'album est sorti très peu de temps après. Ton premier projet avec Solo, c'est en 2000. Toubati. Oui, c'était en 2000. Et qu'est-ce que ça, à partir de ce projet, Jim Mama s'est lancé définitivement, vraiment, dans sa carrière solo. Pour dire que le gars. Mais il y avait une chose qui a quand même marqué ta carrière, c'est que tu parles de ton premier apparition sur scène en tant qu'artiste solo. Qu'est-ce que ça a changé dans ta carrière? Ça a changé beaucoup de choses parce que tu sais, à cette époque, un artiste doute en fait. Quand tu démarres, c'est là que tu doutes le plus. Donc, c'est les amis qui me disaient, Jim, il faut que tu fasses ton album solo. Mon ami Denis Louvès m'a conseillé de le faire. D'autres personnes, puisque bon, à cette époque, j'avais aussi travaillé avec Marius Barnabo, c'est un autre ami. Beaucoup de gens m'ont incité à le faire. Guy Bordet aussi m'a incité à le faire. Jim, c'est le moment. Yeah. Mais moi, à cette époque, comme je suis entouré d'amis, donc tu sais, quand tu as des gens qui t'entourent, des fois, tu as envie d'aller avec. Yeah. Tu vois, j'aime bien j'aime bien comment dirais-je, les aventures collectives comme ça. Et tout le monde me disait non, c'est le moment, c'est le moment. J'étais pas sûr de moi. Et je me souviens quand l'album est sorti, ça s'est très bien passé au niveau de la production, parce que c'était une autre autoproduction. Hein. C'était moi qui avais mis de l'argent sur cet album. Mais la distribution, ça s'est très bien passé. C'est un album qui s'est très bien vendu. Franchement, à partir de là, j'ai eu énormément de demandes pour des compositions. J'ai travaillé pour d'autres artistes. Et voilà, tout s'est enchaîné. J'ai monté carrément un studio. Avec Patrick, on a monté un studio. On a acheté du matériel et on faisait énormément de réalisations. Ok, ça va. Parmi toutes ces chansons de Jim Mama, si admettons que tu fais un playlist de 5 chansons de Jim Mama, wow. Ce serait quoi? Si je dois faire une playlist pour un show, tout dépend de l'endroit en fait. Parce que c'est vrai que... Parce que c'est tellement... Ta discographie est tellement... Mais tu sais, ce qui est surprenant, c'est qu'en Haïti, il y a des titres que les gens vont réclamer. Aux États-Unis, ça sera peut-être différent. À La Réunion, ça sera différent. En Nouvelle-Calédonie, ça sera différent. Aux Antilles, ça sera différent. Donc, tout dépend de l'endroit. Tu vois, tout dépend de l'endroit. Parce qu'il y a des titres qui ont plus fonctionné. C'est sûr qu'en Haïti, je sais qu'on va prendre Cindy, on va prendre Anti-Moment, on va prendre Je ferai. Je ferai, on va prendre Je ferai. Ouais. Donc, c'est sûr que je sais qu'il y a quand même des titres qu'on oui, va c'est ça. Après, il y a un titre. C'est vrai que lorsqu'on a fait le planning, la playlist avec le DJ pour la soirée, du 26, oui, c'est ça. J'avais oublié de mettre un titre. J'avais oublié de mettre Sandy. Et là, je me suis dit, mais c'est comme si j'avais, si tu veux, parfois, quand tu arrives, par exemple, au Canada, pour mon cas, et que ça fait longtemps que j'ai pas rencontré le public, donc j'hésite à prendre tel ou tel titre parce que je sais pas si les gens connaissent, par exemple, connaissaient Gouillet. Finalement, oui, ça s'est bien passé, j'ai chanté Gouillet, ça s'est très bien passé. Mais Sandy, c'est vrai que c'est le titre qui a déjà 21 ans et que j'interprète toujours, en fait, quel que soit le lieu. Mais ça reste comme la fraîcheur, ça reste. Mais c'est ce qui est surprenant, parce qu'en fait, tu fais des nouveaux titres, les gens, ils aiment. Mais Sandy, c'est perçu par les gens comme si c'était nouveau, en fait. Nouveau, et pourtant, ça a plus de 21 ans. Donc, c'est ce qui est surprenant. Et je tiens encore à remercier toutes les personnes qui écoutent ce titre et qui le font voyager aussi d'une certaine manière. Tu as quand même de très belles collaborations avec des artistes haïtiens, si on prend Alan Carvé, et récemment avec Vanessa Désiré. Oui. Très talentueuse. Très talentueuse. Mais comment ça s'est passé pour les démarches pour arriver à collaborer, surtout avec des artistes haïtiens?
Alors, Alan Surtout, Kaveh, Vanessa parle déjà de Jimama est l'un des artistes qu'elle aime beaucoup. alors, par exemple, pour Alan Kaveh, c'est quelqu'un que j'ai déjà rencontré plusieurs fois sur scène. Donc, ça s'est fait de façon très amicale, en fait. Ouais. Alan, c'est un ami. Après, Vanessa, que je connaissais pas. Je connaissais en tant qu'artiste, mais je l'avais jamais rencontré. Donc, c'est Staniski, Ok. donc, qui a l'initiative de ça. Donc, on voulait faire un duo, et puis moi, je connaissais le talent de Vanessa. Et c'est moi qui lui ai dit, tiens, est-ce que tu connais le manager de Vanessa? Est-ce que tu peux rentrer en contact avec son manager? Il m'a dit oui. Il a contacté Conrad qui se trouve en Haïti, qui nous a mis en contact, en fait. Et ça s'est fait très simplement. C'est-à-dire qu'on lui a envoyé le titre, genre un lundi. La semaine d'après, le titre était fait. Le son était posé. Donc, c'est magnifique. C'est magnifique. Avec Annie Alert aussi, ça s'est très bien passé. Avec Shabba, avec Flav. Voilà, ce sont de belles collaborations. La musique haïtienne présentement en Guadeloupe, ça se passe comment? Alors, la musique haïtienne, c'est une musique qui est très riche, qui est adorée par les Antillais, même pas que par les Antillais, partout. Partout, la musique haïtienne, c'est une musique qui est internationale. Donc là-dessus, les artistes haïtiens et la communauté haïtienne a déjà fait ses preuves. Donc c'est une musique qui est très riche et l'industrie aussi est assez riche et le marché de la musique haïtienne est voilà, tu connais, tu sais comment ça se passe. C'est un peu partout, donc aux États-Unis, en France, au Canada, voilà, le compas est partout. Ouais. Jim travaille toujours sur des projets parce que c'est dans ton ADN. Il y a toujours quelque chose qui se prépare. Qu'est-ce qui s'en vient avec Jim Rama, surtout pour la nouvelle année qui va commencer et surtout, est-ce que la tournée va continuer? On espère avoir aussi peut-être une autre date, peut-être à Montréal en 2026 ou est-ce qu'il y a d'autres projets qui s'en viennent? Oui, c'est vrai qu'avec commandant Lenz qui m'a invité pour cette belle soirée. Basse Commandant Production. Oui, Basse Commandant Production qui m'a invité pour cette belle soirée. Ça s'est très bien passé. Je suis très ravi. Je tiens à remercier toute l'équipe aussi de Basse Commandant. Et donc, il y a de nouvelles choses qui vont arriver. On espère, je dis bien, on espère, et c'est en bonne voie que Face à Face pourra venir en Haïti. En Haïti déjà, ça c'est autre chose, mais à Montréal. Ça, c'est. Puisqu'il y a aussi des choses. Beau. Bon, ça, Haïti, j'ai lâché le morceau. Il y a des choses qui se préparent aussi du côté d'Haïti, du Cap haïtien. Mais c'est vrai que pour Montréal, c'est vrai que l'Inde, ça a les choses en main. Donc, il tient le volant, comme il dit. Il aime bien dire ça. Lenz, c'est à toi de nous donner Face à Face. Et voilà, je lui fais totalement confiance là-dessus. Parce que Face à Face, ça va être. Donc voilà, oui, c'est ça. Donc avec Patrick, d'ailleurs, on a eu l'occasion l'année dernière de faire pas mal de dates du côté des États-Unis ouais, et du Cap-Vert aussi et de Paris. Mais cette année, effectivement, il faut qu'on revienne au Canada après quand même plus de 10 ans d'absence. On espère. Ouais. Et toi, de ton côté, le projet qui arrive comme toujours, est-ce qu'il va y avoir d'autres titres Alors, il y a un titre qui est enregistré. Je te le dirai après. Il y a une artiste haïtienne avec qui je viens de faire un duo. Mais je te dirai après de qui il s'agit. Mais parce que je réserve la surprise et par respect aussi pour l'artiste. Parce que le titre n'est pas encore sorti, il n'est pas encore mixé, il n'est pas tout à fait terminé. Mais c'est en bonne voie. Si on veut décrire Jim Rama en 5 points, ce serait quoi? Au niveau caractère? Posé. C'est pour ça le titre s'appelle Posé. J'aime, voilà. Je pense que dans la vie, il faut être cool, il faut être calme, il faut être posé. Mais il faut être aussi carré. C'est-à-dire, voilà, il faut être sérieux dans ce qu'on fait. C'est-à-dire que je fais de la musique de façon sérieuse. Quand je fais un titre, j'ai envie de donner de la qualité au public. J'ai pas envie de faire n'importe quoi. J'ai pas envie de me dire, aujourd'hui, je vais faire un titre en 2 heures et donner ça au public comme ça, comme s'ils vont prendre. Non. J'ai envie de me dire, est-ce que ce titre-là, je suis en train de le faire, est-ce que le public va accepter ce titre? Est-ce que j'ai mis ce qu'il fallait dans le titre? Est-ce que, en termes de qualité sonore, le titre est au niveau?
Ouais. Donc, je me pose toutes ces questions avant de sortir un titre. Donc, je pense que en 5 points, je dirais le sérieux. J'essaye. Hein. Je sais pas si je suis, mais en tout cas, le calme, le respect du public qui me suit depuis tant d'années. Donc, c'est hyper important. Et je tiens à remercier aussi les DJ, les organisateurs, parce que c'est une équipe, en fait. Si tu veux, s'il n'y a pas de soirée, s'il n'y a pas d'organisateur, on peut pas voir les artistes. Ouais, Moi, je viens de Paris. Donc, il a fallu que quelqu'un me fasse venir, en fait. S'il y a personne, ben, je viens pas. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui fassent des soirées et de façon aussi bien, quoi, honnête, bien. Et après, la passion. Je suis un passionné. Ça fait des années que je fais de la musique et ça m'anime toujours, la passion. Parce que j'aime ça. J'aime ce que je fais. Je me lève. J'ai la chance de faire un métier que j'aime et je le fais d'abord parce que je suis un passionné. D'abord par rapport à ça. Alors la 4e chose, qu'est-ce que je dirais? Qu'est-ce qui me qualifierait le mieux? Je sais pas. Je dirais plutôt l'amour. Voilà, l'amour. L'amour. Et surtout, ça se voit dans ton écriture à travers plusieurs. L'amour. Mais je tiens aussi à dire que il est important de signer et de dire aussi que les médias sont importants. Je tiens à remercier Image là pour cette invitation, cette interview qui fera la connexion entre les gens qui n'ont pas pu venir à cette soirée. Et voilà, mais en tout cas, merci à tous. Et surtout, il faut suivre Jim Mama en 2026 à Montréal parce ça va être gros. On espère. En tout cas, on fera tout pour. On fait les choses sérieusement. Et voilà, on espère revenir bientôt. Peut-être qu'il fera meilleur, en tout cas. Et Base Commando Production qui a permis cette conversation avec Jim Mama. Matinale de Montréal, Image là, on a une famille, donc on fait notre job, le travail est à vous maintenant de nous supporter pour ce qu'on fait à Montréal dans le milieu médiatique. Merci, on se croise.